J'ai payé le dîner du 40e anniversaire de mariage de mes parents. Mes frères m'ont accueilli à la porte, famille proche uniquement, tu as cessé de compter il y a des années. Maman m'a fait signe de m'en aller d'un geste de la main. J'ai dit une seule phrase au gérant et je suis parti. Je m'appelle Talia Dixon. J'ai 33 ans et je retrace les familles pour gagner ma vie. Je retrouve les morts. Je confirme les vivants. Je construis la colonne vertébrale de papier qui maintient une lignée unie. Et je sais très bien faire la différence entre l'histoire qu'une famille raconte et l'histoire que racontent les archives. 6 mois avant cette porte de restaurant, mon père m'a demandé de construire un tout dernier arbre généalogique. Il ne savait pas qu'il me demandait d'ouvrir une tombe. Et je ne savais pas que l'homme qui s'y trouvait respirait encore. Laissez-moi vous ramener à un dimanche de janvier, autour de la table de la cuisine de mes parents, car c'est là que tout commence réellement, lorsque mon père a fait glisser une boîte à chaussures sur le bois dans ma direction comme si c'était quelque chose de sacré. Cela faisait des années qu'il voulait un arbre généalogique. Il l'évoquait à chaque fête. Tu fais ça pour des inconnus, Talia. Fais-le pour nous avant que je ne devienne l'un des noms dessus. Il riait toujours en disant cela. Ce dimanche de janvier-là, il n'a pas ri. Il avait eu 70 ans à l'automne et il avait commencé à parler comme un homme qui apercevait soudain l'autre bout du chemin. Il a posé la boîte devant moi, a mis ses 2 mains à plat sur le couvercle et a dit, pour l'anniversaire, 40 ans en juillet, j'en veux un vrai. Tout le monde, la famille de ta mère, la mienne, le tout fait dans les règles de l'art. Tu peux faire ça pour moi. Et j'ai dit, oui. Bien sûr que j'ai dit oui. C'était mon père, et bâtir le registre honnête d'une famille est la seule chose au monde que je sais faire sans demander la permission à personne. Ma mère était au comptoir pendant tout ce temps, ne cuisinant pas, se tenant juste là avec un chiffon qu'elle n'utilisait pas. Et quand il a dit, la famille de ta mère, j'ai vu ses mains s'immobiliser sur ce chiffon. Je n'y ai rien pensé sur le moment. J'y pense constamment aujourd'hui. Elle a dit légèrement, trop légèrement, oh, ne la fais pas faire tout ce travail. Mon côté est ennuyeux. Il n'y a rien là-bas. Et mon père a ri et a dit, tout le monde pense que son côté est ennuyeux jusqu'à ce que Talia s'y mette. Et ma mère lui a souri, puis m'a regardé par-dessus sa tête. Et ce sourire était bien loin d'atteindre ses yeux. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez la phrase que mon frère m'a lancée à la porte de ce restaurant, parce que ce n'était pas un hasard. Tu as cessé de compter il y a des années. Cette ligne avait été polie. Pendant 4 ans, j'avais été la discrète mise en garde de la famille. La fille qui disparaissait dans son travail, qui se souciait plus d'inconnus morts que de sa propre mère vivante, qui ne se montrait jamais. Rien de tout cela n'était vrai de la façon dont il le racontait. Mais une histoire répétée a suffisamment de dîners finit par se durcir en une vérité. Et l'homme qui ne cessait de la répéter était mon frère Corbin. Il est comptable. Il comprend que si l'on contrôle le grand livre, on contrôle ce que tout le monde croit être dû. J'ai pensé pendant 4 ans qu'il était simplement désagréable avec moi. J'allais apprendre que la méchanceté associée à un plan porte un autre nom. Laissez-moi vous montrer où ce récit est né, parce que cela a son importance. Remontons 4 ans en arrière. Un dîner. Je venais de clore une grande affaire pour une cliente, réunissant toute une branche qu'une guerre avait dispersée, et j'en étais tout enthousiasmé. J'ai commis l'erreur d'apporter cette énergie à la maison. J'ai dit au moment du plat que j'aimerais bien faire des recherches approfondies sur notre propre famille un jour. Rien d'accusateur, juste une fille fière de son travail voulant l'offrir aux gens qu'elle aimait. Ma mère a posé sa fourchette. Et mon frère, avant même qu'elle ne puisse parler, a ri et a dit, fais attention, maman. Elle va déterrer tous les squelettes que tu as. Il le pensait comme une blague. Tout le monde à la table a ri. Mais j'ai vu le visage de ma mère, et le visage de ma mère ne riait pas. Mon frère l'a vu aussi. Il a vu exactement la même chose que moi. La différence entre nous, c'est que j'ai oublié cet épisode au moment du dessert, tandis que mon frère l'a classé, parce que mon frère classe tout. Et il a compris ce soir-là quelque chose qu'il m'a fallu 4 ans de plus pour saisir, il a compris que sa mère avait une pièce dans son passé fermée à clé, et que sa sœur était la seule personne vivante capable de crocheter cette serrure. Alors tranquillement, patiemment, il a commencé à construire l'image d'une Talia obsédée, celle à qui on ne pouvait pas faire confiance près du passé. Ainsi, quand le jour viendrait et il savait qu'il viendrait, ma voix n'aurait déjà plus aucune valeur. Laissez-moi vous expliquer ce que je fais réellement toute la journée,
parce que c'est la raison pour laquelle tout cela s'est produit et la raison pour laquelle cela s'est terminé ainsi. Les gens imaginent qu'une généalogiste remplit un arbre avec des noms poussiéreux. C'est la plus petite partie du métier. Ce que je fais vraiment, c'est régler les questions que les familles ont trop peur de poser à voix haute. Un homme m'engage parce que son père mourant a prononcé un nom qui n'appartenait à personne de connu. Une femme m'engage parce qu'un test ADN bon marché commandé par courrier lui a révélé l'existence d'un frère dont on ne lui avait jamais parlé. 2 mois avant que mon père ne me tende cette boîte à chaussures, j'ai clos un dossier pour une cliente qui avait passé toute sa vie à croire que son grand-père était un noble veuf ayant élevé ses enfants seul. J'ai retrouvé sa première femme vivante, âgée de plus de 90 ans, dans un comté situé à 300 km de l'endroit où il était censé être mort, jamais divorcé, payé discrètement depuis des décennies pour rester à l'écart et garder le silence. Ma cliente s'est assise dans mon bureau et a pleuré. Et ce n'était pas parce que la vérité était laide, c'était parce qu'elle lui appartenait enfin. Elle a dit ce que mes clients disent toujours, la chose que je ne savais pas encore que j'allais dire sur mon propre père avant la fin de l'année. Elle a dit, je préfère la vérité difficile au doux mensonge. Au moins, maintenant, je sais à quoi m'en tenir. J'avais fait ce travail pour une inconnue sans que ma main ne tremble une seule fois. Je n'avais aucune idée que je m'entraînais pour la table de ma propre cuisine. Mais telle est la nature de la vérité. Elle ne se soucie pas de la famille dans laquelle elle réside. Elle reste dans les archives, patiente comme une pierre, et attend que quelqu'un ait le courage d'entrer et de la lire à haute voix. J'ai emporté la boîte à chaussures chez moi ce dimanche de janvier. C'est là que le premier véritable fil de cette histoire commence, sur la table de ma propre cuisine à 2 heures du matin, sous une lampe loupe, avec le puzzle de la vie de mes parents étalé devant moi. La majeure partie était ordinaire et magnifique, le certificat de démobilisation de la marine de mon père, un bulletin paroissial d'un baptême, le diplôme de fin d'études secondaires de ma mère avec son nom écrit dans cette calligraphie formelle. Des photographies avec des noms annotés au crayon au dos de 3 mains différentes. C'est la partie de mon travail que je préfère, celle où les inconnus deviennent des êtres humains. J'ai tout classé par décennie. J'ai enregistré chaque date. J'ai commencé la structure de l'arbre, son architecture propre. La lignée de mon père s'est construite toute seule parce que les siens aimaient garder des traces, du genre à signer les livres d'or, découper les avis de décès et conserver les cartes mortuaires pendant 60 ans. La lignée de ma mère était plus mince. C'est courant pour les femmes de sa génération, donc je ne m'inquiétais pas. Mais il y avait une chose sur son passé que tout le monde dans notre famille connaissait déjà par cœur. L'unique histoire avec laquelle nous avions tous été élevés. Avant mon père, ma mère avait été mariée une première fois, très jeune, à un homme qui était mort. Il s'appelait Alden Hargrove. Elle l'avait épousé à 19 ans. Il a été tué dans un accident de voiture sur une route de campagne environ 1 an avant qu'elle ne rencontre mon père. Elle était veuve à 24 ans. Elle n'en parlait jamais. C'était la pièce triste et scellée au début de sa vie, et chacun d'entre nous avait été dressé depuis l'enfance à passer silencieusement devant cette porte sans jamais frapper. Mon père disait souvent que cette perte faisait partie de la raison pour laquelle il l'aimait, qu'elle avait connu le chagrin si jeune et avait tout de même trouvé le courage de reconstruire. 40 ans d'un bon mariage reposaient, en quelque sorte, sur un jeune homme mort sur une route de campagne. J'ai donc fait ce que je fais toujours, je suis allé vérifier son décès. Un arbre généalogique a besoin que ses morts soient confirmées. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est de la méthode. J'avais besoin de l'acte de décès d'Alden Hargrove pour le schéma. Je pensais que cela prendrait une après-midi. Cela n'a pas pris une après-midi. Dans la boîte à chaussures, vers le fond, j'ai trouvé la seule trace physique de lui qui existait dans la maison de mes parents, une photographie, un jeune homme d'environ 22 ans, appuyé contre une voiture au soleil, plissant les yeux, riant à moitié vers la personne qui tenait l'appareil. Pas de nom au dos, mais ma mère était au bord du cadre, jeune, 19 ou 20 ans, le regardant comme on regarde quelqu'un avec qui on est sûr de vieillir. Je savais que c'était Alden de la manière dont on sait ces choses. Je l'ai mise de côté pour la scanner et je me rappelle m'être dit, pauvres enfants. Vous n'en aviez aucune idée. Souvenez-vous de cette photographie, elle reviendra plus tard. C'était la fin du premier fil et le début de la première question qui allait m'empêcher de dormir. J'ai commencé les recherches sur le décès d'Alden Hargrove cette nuit-là. Le deuxième fil est purement méthodologique, et je vais vous l'expliquer parce que la méthode constitue toute l'histoire. J'ai cherché dans le registre des décès de l'État pour l'année où ma mère était devenue veuve. Rien.
Ce n'était pas un nom très courant. Il aurait dû y en avoir exactement un, et il n'y en avait aucun. J'ai élargi à 2 ans avant et après. Rien. J'ai cherché dans l'état voisin parce que les routes de campagne traversent les frontières et que les accidents ne vérifient pas les cartes. Rien. J'ai cherché dans les archives des journaux pour un jeune homme tué sur une route de campagne, une notice nécrologique, un avis d'obsèques, même une simple ligne. Rien. J'ai cherché dans les registres des cimetières, aucune stèle, aucune concession, aucun mémorial. J'ai appelé une collègue en qui j'ai confiance, une femme qui extrait des registres dans cet état depuis 30 ans. Je lui ai donné le nom et l'année, et je lui ai demandé de vérifier les dossiers du tribunal auxquels je ne pouvais pas accéder. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé et a dit, « Talia, il n'y a pas de décès ici. Tu es sûr d'avoir la bonne année ?» J'ai répondu que j'en étais sûr. Elle est restée silencieuse. Et puis elle a dit la chose que les professionnels ne se disent qu'entre eux, la phrase qui signifie que nous sommes tous les deux arrivés devant la même porte verrouillée. Elle a dit, « Alors quelqu'un n'est pas mort quand on a dit qu'il était mort. » Voici la première chose que je veux que vous gardiez en tête, car elle devient toute l'histoire. Dans mon travail, l'absence d'acte de décès n'est pas la preuve qu'un homme est vivant. Mais c'est une question qui ne vous laisse plus dormir. Et une fois que vous l'avez posée, vous ne pouvez plus l'effacer. Mais avant de chercher son mariage, j'ai fait quelque chose que je ne fais que lorsqu'un dossier me tient vraiment à cœur. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé pendant 4 heures jusqu'au comté où l'accident était censé s'être produit, parce qu'il existe encore des registres qui ne vivent que sur du papier, dans des sous-sols, dans des registres reliés qu'aucune base de données n'a jamais absorbés. J'ai appris à faire confiance au sous-sol plutôt qu'à l'écran. J'ai passé une journée entière là-bas avec une employée qui travaillait dans ce bâtiment depuis 26 ans, le genre de femme qui connaît ses registres comme je connais les miens. J'ai sorti les index du médecin légiste sur 3 années consécutives. J'ai extrait les registres d'accidents de la route que le comté tenait à la main. J'ai vérifié les livres de concession de tous les cimetières dans un rayon de 60 km. L'employé, en me voyant travailler, a fini par se pencher et dire, « Ma petite, qui essaies-tu d'enterrer ?» J'ai répondu, « Le premier mari de ma mère. » Accident de voiture sur une route de campagne il y a environ 40 ans. Elle a froncé les sourcils et est allée chercher un autre livre que je n'avais pas pensé à demander, le registre d'accident du service des ponts et chaussées, parce qu'un accident mortel ferme une route et que le comté enregistre la fermeture. Elle a parcouru du doigt 2 années de route de comté. J'ai fait les 4 heures de route du retour dans le noir, sans radio. Et au moment où j'ai aperçu les lumières de ma ville, j'avais cessé d'être une fille confirmant une triste vieille histoire pour devenir quelque chose de plus froid et de plus utile, une enquêteuse avec une question et aucune réponse. Le 3e fil a commencé le lendemain matin avant même que j'aie fait du café, parce que je ne pouvais pas lâcher l'affaire. Si je ne pouvais pas trouver son décès, je trouverais son mariage. 2 personnes peuvent parfois mourir en silence, mais presque personne ne se marie en silence. Un mariage laisse une licence, une signature, 2 témoins et un officier d'état civil qui l'a consigné dans un livre qui survit à tous ceux qui y figurent. J'ai trouvé le mariage en environ 1 heure. Alden Hargrove est ma mère. L'index d'un greffe de comté, l'année où elle avait 19 ans, exactement comme le disait l'histoire familiale. J'ai ressenti un soulagement pendant environ 90 secondes, parce que cela signifiait que l'histoire était vraie. Elle l'avait réellement épousé, et peut-être que l'acte de décès faisait simplement partie des milliers de documents qui disparaissent véritablement. J'ai commandé la copie certifiée conforme pour l'arbrer, en l'attendant, j'ai fait ce qui est un pur réflexe chez moi, ce que je fais 100 fois par mois pour des clients payants, j'ai cherché la dissolution. Parce qu'un premier mariage qui se termine avant qu'un second ne commence se termine de 2 manières exactement, par un décès ou par un divorce. Si je ne pouvais pas trouver son décès, alors quelque part dans les archives, il devait y avoir un divorce. Et un divorce fait plus de bruit qu'un mariage. Il comporte une requête, un numéro de dossier, un juge, un jugement définitif inscrit au registre public pour toujours, à la vue de tous. Il n'y avait aucun divorce. J'ai cherché dans le comté où il s'était marié. Rien. J'ai cherché dans le comté où elle a vécu ensuite. Rien. J'ai cherché dans le comté où elle a épousé mon père plus tard. Rien. J'ai vérifié chaque année, depuis son mariage avec Alden jusqu'à l'année où elle a épousé papa. Et puis j'ai cherché 10 ans au-delà, parce que parfois les gens finalisent les choses tardivement, parfois des décennies plus tard. Aucune requête, aucun jugement,
aucun dossier avec l'un ou l'autre de leur nom nulle part où je pouvais accéder. Aux yeux de tous les registres que je pouvais toucher, le premier mariage de ma mère ne s'était simplement jamais terminé. Ni par un décès que je pouvais trouver, ni par un divorce quel qu'il soit. Je ne me suis pas fié à ma propre recherche, car il ne faut jamais se fier à un seul résultat négatif. Un document manquant peut signifier un mensonge, mais cela peut aussi signifier une inondation, un incendie, un greffier en 1985 qui a mal orthographié un nom. J'ai donc élargi mes recherches. J'ai demandé des attestations officielles d'absence de dossier de divorce auprès de 3 comtés distincts, la forme officielle où un greffier prête serment qu'il a cherché et n'a rien trouvé. J'ai payé pour chacune. J'ai attendu les semaines nécessaires et, une à une, les enveloppes sont revenues, officielles, gaufrées, chaque fonctionnaire apposant son nom sur la même phrase, aucune trace de dissolution de mariage trouvée. 3 comtés, 3 greffiers, 3 certifications attestant que le mariage d'Alden Hargrove n'avait jamais été légalement rompu nulle part où je pouvais vérifier. Ce n'est pas un document perdu. Un document perdu, c'est un comté avec une mauvaise année. Il s'agissait d'un motif d'absence répété, un vide qui avait une forme. Et la forme était celle d'un mariage laissé ouvert à dessein pendant 40 ans, tandis qu'un second mariage avait été célébré par-dessus. La copie certifiée du mariage est arrivée cette semaine-là dans une enveloppe officielle. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine, il était là, officiel, tamponné, inconfondable, un mariage valide. Et à côté, sur ma table, se trouvait l'attestation certifiée que j'avais également demandée, la certification du greffier indiquant qu'une recherche diligente n'avait trouvé aucune trace de divorce. J'ai posé les 2 documents l'un à côté de l'autre, je me suis appuyé contre mon siège et j'ai dit à voix haute dans une cuisine vide, ce n'est pas possible. Parce que si ce premier mariage ne s'était jamais terminé, alors la cérémonie sous la banderole indiquant 40 ans n'était pas le 40e anniversaire de quoi que ce soit de légal. C'était au mieux une belle cérémonie. Au pire, c'était un mariage bigame, nul dès le premier jour. Et mon père, l'homme qui m'avait tendu cette boîte à chaussures parce qu'il voulait la vérité bien faite, se tenait au milieu de tout cela sans en avoir la moindre idée. C'est la deuxième boucle ouverte, et c'est celle qui traverse toute cette histoire. Si le premier mariage ne s'est jamais terminé, qu'ont célébré mes parents pendant 40 ans? J'ai commandé une dernière chose avant de me permettre de croire à tout cela, une attestation du bureau d'état civil de l'État certifiant qu'une recherche complète dans l'index des décès sur une période de 15 ans n'avait révélé aucun acte de décès pour Alden Hargrove. C'est arrivé dans une enveloppe à fenêtre comme une facture d'électricité, et cela disait dans le langage froid de l'administration exactement ce que je savais déjà, aucun enregistrement trouvé. Je l'ai aligné sur ma table à côté du certificat de mariage valide et des 3 attestations d'absence de divorce. J'ai regardé les 4 documents ensemble et j'ai pensé à quel point il était étrange que le plus grand mensonge de l'histoire de ma famille ait laissé derrière lui une trace écrite faite entièrement de rien, pas de décès, pas de divorce, 4 documents officiels. Et chacun d'eux étant une absence certifiée et tamponnée. Ma mère avait passé 40 ans à compter sur le fait que le rien n'est invisible. Elle n'avait pas compté sur une fille dont toute la profession consiste à lire la forme exacte de ce qui n'est pas là. Avant que vous n'écriviez un commentaire, je sens déjà venir vos remarques disant que les vieux dossiers se perdent, qu'un comté aurait pu brûler ses archives, qu'un divorce en 1985 pourrait simplement être manquant. Oui, j'ai pensé à toutes ces choses en premier. C'est ma discipline. Je suppose que le registre est incomplet avant de supposer qu'une famille ment. J'ai donc décidé de faire la chose responsable, j'ai décidé de lui poser la question gentiment, de manière indirecte, de la façon dont je pose des questions à la grand-mère d'un client sur le cousin dont personne ne parle à Thanksgiving. C'est le 4e fil, et c'est celui où cela a cessé d'être de la paperasse pour devenir une guerre. Je suis allé au dîner du dimanche. Ma mère était au fourneau. Mon père était dans son fauteuil avec le match de sport à bas volume. Ma mère m'a tendu des carottes et un couteau, comme elle l'a fait toute ma vie. J'ai coupé et j'ai dit, sur le ton d'une conversation ordinaire, « Maman, je suis en train de compléter ton premier mariage pour l'arbre, Alden. Je veux avoir ces dates exactes pour pouvoir l'intégrer correctement, avec respect. Tu te souviens dans quel comté l'accident a eu lieu? J'ai du mal à trouver le registre. » Elle ne s'est pas retournée. Son propre couteau a continué à bouger sur la planche. Et elle a dit d'une voix que je n'avais jamais entendue dans sa cuisine, plate, froide et fermée, « Il n'y a pas de registre parce qu'il n'y a rien à trouver. Laisse tomber. Il y a des choses qu'on ne déterre pas. » Puis elle s'est retournée et m'a regardé, et ce n'était pas de la peine sur son visage. Pendant 33 ans,
chaque fois que le nom d'Alden apparaissait, ma mère arborait le même regard doux, triste et lointain, et nous l'avions tous honoré, baissant la voix, changeant de sujet. Ce n'était pas ce regard-là. C'était de la peur. Ma mère, qui n'a peur de rien sur cette terre, avait peur d'un couteau à carottes et d'une fille qui lit les registres. Mon père a bougé dans la pièce à côté. Il a crié, « Qu'est-ce que vous chuchotez toutes les deux là-dedans ?» Et tout le visage de ma mère est redevenu chaleureux en un instant, le visage du dimanche. Elle a répondu, « Juste l'arbre, mon chéri. Talia est en train de nous rendre tous célèbres. » Et elle a ri, d'un rire parfait. Et j'ai compris à cette seconde précise que j'avais regardé ma mère jouer la comédie toute ma vie et que j'avais simplement appelé cela « maman ». Elle pouvait l'activer entre 2 respirations. Elle l'avait activé pendant 40 ans. Et le fait qu'elle puisse faire cela, passer de la peur sur son visage à la chaleur dans sa voix d'un bout à l'autre d'un encadrement de porte, m'a effrayé plus que tout ce que j'avais trouvé dans n'importe quel registre. Parce que cela signifiait que la femme qui m'avait élevé était capable d'un mensonge si total et si lisse qu'elle pouvait le maintenir intact pendant 4 décennies et plus de samedis que quiconque ne pourrait en compter, sans jamais fléchir une seule fois. J'ai dit, d'accord. J'ai laissé tomber à table. Mais on ne dit pas, il y a des choses qu'on ne déterre pas, à une personne comme moi. C'est la phrase exacte qui transforme la curiosité en excavation. 2 heures plus tard, chez moi, mon téléphone a sonné, c'était mon frère. Corbin ne m'appelle jamais. Nous nous envoyons de froids SMS pour les anniversaires. Mais cette nuit-là, il a appelé et sa voix était chaude comme l'est un couteau qui a été laissé au soleil. Il a dit, « Eh, maman est assez secouée. Elle dit que tu fouilles dans son passé pour ce truc d'arbre. » J'ai répondu, « Comment sais-tu ce que je lui ai demandé ?» Je lui avais demandé 2 heures plus tôt, tranquillement dans sa cuisine, alors que papa dormait dans la pièce à côté. Il y a eu une pause sur la ligne, une courte pause. Et puis mon frère a dit, « Elle me dit tout », puis a enchaîné directement, chaleureux, raisonnable, « Écoute, elle a enterré un mari, Talia. Et un peu de décence. Fais juste le côté de papa. Mes premiers mariages, décédé pour le sien et laisse à cette pauvre femme sa seule triste histoire, d'accord ? » J'ai dit, « D'accord. » Nous avons raccroché et je suis restée assise là à tenir le téléphone. Elle me dit tout. Gardez cela en mémoire. Parce qu'une mère qui transmet un chagrin vieux de plusieurs décennies à son fils dans les 2 heures, un chagrin qui est censé n'avoir rien à révéler, n'est pas en train de pleurer, elle fait un rapport. Et un fils qui prend ce rapport et appelle immédiatement pour gérer sa sœur ne réconforte pas sa mère, il gère un confinement. Cela fermait une boucle et en ouvrait une autre que je ne pouvais pas secouer. Pourquoi mon frère est-il le chien de garde d'un homme mort ? Maintenant, avant de vous parler de l'argent, je dois vous parler de ma tante, parce qu'elle est le 5e fil et qu'elle a brisé quelque chose sans le vouloir. Ma mère a une sœur plus jeune, ma tante de là aime le vin et aime parler. Quelques jours après ce dîner, elle et moi nous sommes retrouvés seuls dans sa cuisine pendant qu'elle se versait un 2e verre. Je n'avais pas prévu de lui poser de questions, mais elle en a parlé elle-même, en riant, de manière insouciante, « Alors, tu as bien énervé ta mère avec cette histoire de généalogie. Elle déteste qu'on fouille dans sa vie privée. Ça a toujours été le cas, depuis qu'on est petite. » J'ai dit, de façon décontractée, ce n'est que son premier mariage. Je ne peux même pas confirmer le décès de ce pauvre homme. Et ma tante a ri et a dit, « Oh, ça. Tu sais, je ne suis jamais allé à aucun enterrement pour Alden. N'est-ce pas étrange ? Le mari de ma propre sœur et il n'y a jamais eu de cérémonie à laquelle j'ai été invité. Elle est juste revenue d'un de ses voyages un été et a dit que c'était fini, et nous n'avons plus jamais parlé de lui. » Et j'ai dit, aussi légèrement que possible malgré mon cœur qui battait la chamade, « Un de ses voyages ?» Et ma tante a agité son verre et a dit, « Oh, ta mère a toujours fait ses petits voyages. 4 fois par an, réglés comme du papier à musique toute ma vie, allant s'occuper de certaines affaires. Elle n'a jamais dit où. Nous avons arrêté de demander il y a des décennies. » Et puis elle a semblé réaliser ce qu'elle disait, m'a regardé, et quelque chose s'est ressaisi sur son visage, « Tu n'as rien entendu de tout ça venant de moi. » Et elle a changé de sujet pour parler de la météo. Je suis resté assise dans la cuisine de ma tante et un souvenir est remonté tout au fond de moi. Un de ces souvenirs qu'on ne sait pas avoir gardé. 4 fois par an durant mon enfance, ma mère partait pendant 2 nuits. Je ne m'interrogeais jamais là-dessus, de la façon dont on ne s'interroge pas. Elle préparait un petit sac le jeudi,
nous embrassait sur le haut de la tête, nous disait qu'elle allait s'occuper de certaines affaires, et mon père nous faisait des crêpes les 2 matins où elle était absente. C'était honnêtement un plaisir. Elle revenait toujours le samedi, fatiguée et silencieuse, et elle allait directement dans sa chambre fermer la porte pendant exactement 1 heure, puis elle sortait et redevenait notre mère. J'ai dû voir cela se produire 120 fois au cours de ma vie. 120 petits sacs. 120 samedis où elle fermait la porte pendant 1 heure. Et aucun d'entre nous, ni mon père, ni moi, ni Corbin, ne lui avait jamais demandé où. J'avais toujours pensé que c'était juste quelque chose que ma mère faisait, comme d'autres font du jardinage. Assise dans la cuisine de Dela, j'ai enfin compris que c'était un itinéraire. Ma mère avait parcouru 2 États 4 fois par an toute ma vie pour s'asseoir pendant 1 heure avec le mari qu'elle avait dit au monde être mort, puis rentrer à la maison préparer le dîner pour le mari à qui elle avait dit qu'il était le seul. Les crêpes, le petit sac, la porte fermée pendant 1 heure, tout avait été sous mes yeux toute ma vie, bien en vue, de la manière dont les choses les plus vraies le sont toujours. 4 fois par an, comme une horloge, trimestriellement. Toute ma vie, ma mère avait disparu 4 fois par an pour s'occuper de certaines affaires. Et toute la famille avait arrêté de poser des questions, et je n'y avais jamais pensé parce que c'était simplement un fait la concernant, comme une montagne est un fait. C'est la 5e boucle. Et elle est mauvaise. Où va ma mère 4 fois par an? Et qu'est-ce que cela a à voir avec un mari qui n'a laissé aucun acte de décès? Je suis rentré chez moi et je suis retourné à la boîte à chaussures. Pas pour les photographies cette fois, pour les choses ennuyeuses, les choses que mes clients jettent et que je les supplie de garder, les choses qui conservent les dates comme de l'ambre, les carnets de chèques. Mon père les gardait tous en paquets reliés par des élastiques. Des décennies de carnets. Mais c'était ma mère qui payait les factures du ménage de sa propre écriture serrée, de la manière dont elle avait géré discrètement l'argent toute ma vie. Je me suis dit que je ne cherchais que des dates pour l'arbre, une maison, une voiture, la structure ordinaire d'une vie. Mais quand on lit les carnets de chèques d'une personne dans l'ordre, sa vie commence à vous parler. Et vers le tiers de la pile, à partir d'une année particulière, une nouvelle ligne est apparue. Et 3 mois plus tard, elle est apparue à nouveau. Et 3 mois après cela, encore, trimestre après trimestre, année après année, dans l'écriture serrée de ma mère au début, puis dans les carnets ultérieurs, plus de son écriture, mais d'une autre main, une écriture nette de comptable que j'aurais reconnue entre mille. La ligne de libellé disait toujours la même chose, 2 initiales et un mot. Aide-soignant chaque trimestre pendant des années et des années. 4 fois par an. 4 fois par an. Comme du papier à musique. Le même rythme que les voyages de ma mère. Je me suis dit que c'était une rente, une prime d'assurance, une dîme. Je me suis dit un grand nombre de choses à 3 heures du matin. Mais je suis formé pour ne pas me croire sur parole. J'ai donc suivi l'argent comme je suis une lignée. Et c'est là que le 5e fil se termine, sur la chose qui m'a fait poser le stylo et plaquer mes 2 mains à plat sur la table pour les empêcher de trembler. Dans les carnets les plus récents, le libellé avait changé. Ce n'était plus du tout un chèque personnel. Cela faisait référence à un fonds, une petite association caritative dont ma famille parlait lors des fêtes depuis des années, celle dont tout le monde était si fier, le fonds mémorial, les bonnes œuvres discrètes que ma mère faisait. La chose dont mon frère gérait la paperasse parce qu'il était comptable et que c'était la moindre des choses qu'il pouvait faire pour la famille. Le paiement trimestriel à aide-soignant était désormais acheminé par l'association mémoriale de ma famille, mon frère gérait la paperasse, et chaque trimestre ma mère faisait un voyage pour s'occuper de certaines affaires. Je veux être juste envers ma propre famille ici, parce qu'à ce stade, je ne savais toujours pas. Un fonds mémorial peut être nommé en mémoire des morts. Une œuvre de charité peut honorer un jeune mari perdu. Il est tout à fait possible d'envoyer de l'argent 4 fois par an en mémoire d'un homme mort. J'avais construit des arbres généalogiques entiers autour de fondations que des personnes en deuil avaient créées pour quelqu'un qui était réellement parti. Je me suis donc refusé à aller plus vite que les registres. J'ai creusé, mais j'ai creusé prudemment, parce que la seule chose qui sépare le chagrin d'un crime est un document. Et j'avais l'intention de tenir le document dans ma main avant de dire un seul mot à quiconque. Mais d'abord, j'ai fait un choix que je ressasse encore la nuit, j'ai décidé que mon père méritait d'entendre ce qu'il en était de ma bouche, en privé, avant toute autre âme vivante. Il m'avait demandé la vérité. Je ne lui remettrai pas un mensonge emballé avec un ruban, et je ne l'attaquerai pas par surprise devant du monde non plus. Je l'ai donc appelé, lui seul, et lui ai demandé de déjeuner,
juste nous deux cette semaine-là. Il était ravi. Il a dit, juste nous deux. Parfait. Je te raconterai toutes les bonnes histoires que ta mère coupe au montage. Nous avons fixé un jour et un lieu. Le déjeuner n'a jamais eu lieu. Ma mère m'a appelé le matin même pour me dire que papa avait attrapé quelque chose, qu'il se reposait et que je ne devais pas passer. Et qu'honnêtement, avec l'anniversaire qui approchait, ils étaient tous les deux si occupés. Et que peut-être je devrais juste me concentrer sur la finition des jolies parties de l'arbre et la laisser gérer le reste de son propre côté. Quand j'ai dit que j'aimerais vraiment parler à papa directement, elle a dit qu'il dormait. Et puis elle a dit de cette voix plate, froide et fermée de la cuisine, « Talia, arrête de l'appeler pour ça. » Et elle a raccroché. Ils avaient construit un mur autour de mon père. C'est là que ce fil se termine. Et la boucle qu'il a ouverte est celle qui a finalement brûlé toute ma prudence. Qu'ont-ils si peur qu'il entende pour isoler un homme de 70 ans de sa propre fille? C'est le milieu de l'histoire. C'est le moment où le sol a bougé sous mes pieds. Le moment où une triste vieille tragédie s'est transformée en quelque chose qui se déroulait là, au présent, pendant que nous nous passions les plats le dimanche. Je ne pouvais pas atteindre mon père. Je suis donc allé au seul endroit que ma famille ne pouvait pas me fermer, l'endroit que je connais mieux qu'ils ne connaissent leur propre cuisine, les registres publics. Parce que ce petit fonds mémorial dont mon frère gérait la paperasse n'était pas juste un mot chaleureux que nous utilisions pendant les fêtes. Si c'était une vraie œuvre de charité, une organisation à but non lucratif enregistrée, alors par la loi, elle doit déposer des comptes. Elle s'enregistre auprès de l'État. Elle liste ses dirigeants par leur nom et, chaque année, elle divulgue sur un formulaire public que toute personne vivante peut consulter où son argent est allé. J'ai extrait les déclarations, toutes, remontant sur des années, et je les ai lues comme je lis un testament contesté, ligne par ligne à partir de la fin, là où se trouvent les versements. Je me souviens exactement d'où j'étais assise quand je l'ai lu, à une table en bois abîmée au fond d'un bureau d'État, avec une pile de déclarations annuelles d'œuvres caritatives qu'un employé m'avait imprimées pour 10 la page. J'ai lu la plus ancienne d'abord, puis la suivante, construisant le schéma année par année, et j'ai ressenti la chose que je ressens peut-être 2 fois par an dans ce travail, la sensation froide et montante d'une histoire qui se réorganise dans sa forme réelle, là. Sous mes mains. J'ai atteint la déclaration la plus récente, j'ai lu la ligne de versement et j'ai lu la date que mon frère avait signée. J'ai posé mes 2 mains à plat sur la table, de la même manière que je l'avais fait sous ma lampe de cuisine des semaines auparavant, et je suis resté très immobile pendant un long moment, tandis qu'un employé m'a demandé 2 fois si j'allais bien. J'ai appelé ma collègue depuis le parking juste après, celle qui m'avait dit que quelqu'un n'était pas mort quand on avait dit qu'il l'était. Je lui ai raconté ce que j'avais trouvé. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit doucement, « Oh, ma grande, ce n'est pas un homme mort. C'est un homme entretenu. » Le fond était réel. Il était enregistré. Son trésorier, imprimé de sa propre main minutieuse de comptable, était Corbin Dixon, mon frère. Et les versements, année après année après année, allaient à un seul endroit, non pas une bourse d'études, non pas un hôpital, non pas un jardin mémorial, une plaque ou un banc de parc. Chaque année, 4 fois par an, l'argent allait à un seul établissement de soins de longue durée situé dans un autre État, pour des patients vivants. Et la déclaration la plus récente, signée et datée par mon frère ce printemps-là, 10 semaines avant le dîner d'anniversaire, indiquait un versement pour l'année en cours à cet établissement. Pour les soins continus d'un résident. On ne paie pas 4 fois par an pour les soins continus d'un homme mort. On ne signe pas un formulaire ce printemps pour les soins de l'année en cours d'un mari mort sur une route de campagne en 1985. Alden Hargrove n'était pas une triste pièce scellée au début de la vie de ma mère. Alden Hargrove était vivant. Il avait été vivant tout ce temps. Il était vivant en ce moment même dans un lit situé dans un autre État. Et ma famille payait pour l'y maintenir et le garder silencieux 4 fois par an depuis des années. Mon frère avait signé le chèque ce printemps-là. Et ma mère y allait 4 fois par an toute ma vie pour s'occuper de certaines affaires. C'est le point central de cette histoire. Et c'est le point de non-retour, parce que cela a changé la forme de tout. Ce n'était pas un crime qui s'était produit une fois il y a longtemps et s'était calcifié en chagrin. C'était un crime qui se déroulait à ce moment même, au-dessus de tous, pendant que mon père versait du café à une femme qui était, aux yeux de la loi, toujours mariée à un autre homme vivant. Ma mère n'avait pas perdu Alden Hargrove, elle l'avait classé. Et mon père s'était levé à chaque anniversaire pendant 40 ans et avait porté un toast à un mariage qui était construit,
très littéralement, sur le lit d'un homme vivant. Avant de vous emmener dans la seconde moitié, faites quelque chose pour moi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous auriez fait à ce moment-là. Parce que je m'étais assise dans ma voiture à l'extérieur de ce bureau d'archives avec la déclaration éclairée sur mon téléphone, et je pouvais voir deux routes et seulement deux, tout brûler, ou protéger mon père et porter cela seul pour le reste de ma vie. Dites-moi honnêtement laquelle vous auriez choisi. Je vais vous dire laquelle j'ai choisi, et je vais vous dire pourquoi il s'est avéré qu'il y avait une troisième route que je ne pouvais pas encore voir depuis ce parking. La seconde moitié est plus rapide, parce qu'une fois que j'ai su qu'il était vivant, je ne pouvais plus l'ignorer, et eux non plus. Et tout le monde a commencé à bouger en même temps. Une fois que j'ai eu les déclarations, j'ai passé une nuit à faire la partie la moins glorieuse et la plus importante de mon travail, je lui ai constitué un dossier. J'ai trouvé l'établissement en ligne, un bâtiment bas en briques avec un jardin dans un autre état. J'ai tracé le trajet, 600 km, la distance exacte qu'une personne pouvait couvrir en une longue journée et être de retour chez elle pour faire le dîner le lendemain. J'ai extrait les dossiers de licence publique de l'établissement, ses rapports d'inspection, les années depuis lesquelles il fonctionnait, et j'ai croisé les dates de versement des fonds avec les trimestres. Tout s'alignait comme les dents d'un engrenage. J'ai construit une chronologie qui commençait l'année où ma mère avait dit au monde qu'elle était veuve, et qui courait sans interruption, 4 paiements par an, jusqu'à une signature que mon frère avait faite ce printemps-là. Quand j'ai eu terminé, j'avais quelque chose que j'avais construit 100 fois pour des inconnus et que je n'avais jamais imaginé construire contre ma propre mère, une colonne vertébrale de preuves, sourcée. Datée et impossible à balayer du revers de la main comme les divagations d'une fille fixée sur une idée. Chaque page avait été rassemblée de mes propres mains. Personne ne m'avait rien donné. Cela m'importait alors et cela m'importe encore maintenant, parce que la famille allait dire que j'avais tout inventé. Et chaque sceau certifié sur chaque page disait silencieusement, non, un bureau public a confirmé cela. Allez vérifier vous-même. D'abord, je l'ai vérifié, parce que je ne construirai pas un dossier contre ma propre mère sur une déduction, et je ne donnerai pas à mon père une blessure de cette taille sur une simple intuition. J'ai donc fait le travail, et je l'ai fait de la manière dont mon travail est réellement fait, sur papier, pas en piégeant un inconnu pour qu'il rompe la confidentialité. Ces établissements protègent leurs résidents, et à juste titre. Personne là-bas n'allait donner le nom d'un patient à un appelant, et je ne leur ai jamais demandé. Je n'en avais pas besoin. Les propres dossiers de versement du fonds nommaient le bénéficiaire de chaque paiement trimestriel, et le nom sur ces documents était le sien. Les déclarations de licence publique de l'établissement confirmaient qu'il s'agissait d'une résidence réelle en fonctionnement pour exactement le type de soins de longue durée dont un homme âgé a besoin. J'ai superposé les dates de paiement avec les voyages trimestriels de ma mère, 600 km à l'aller et au retour, et cela s'alignait à la semaine près, année après année, jusqu'à un paiement effectué ce printemps-là. Un homme à la fin de la soixantaine, toujours vivant, toujours payé pour cette année même. Et il y avait là l'engrenage le plus cruel de toute la machine, ces dernières années, il était glissé dans une unité de soins de la mémoire. Et un homme aussi avancé ne peut dire à personne qui il est. Il ne peut pas réclamer une épouse. Il ne peut pas entrer dans un 40e anniversaire et y mettre fin par une phrase. C'était le secret le plus sûr de la Terre. C'était un homme vivant qui ne pouvait plus témoigner de sa propre vie. Et ma famille payait 4 fois par an pour le maintenir exactement aussi protégé. Et il y avait une ligne de plus sur cette dernière déclaration que j'ai failli rater. Quand je l'ai enfin vue, elle a tout expliqué sur la raison pour laquelle mon frère était le chien de garde. Le fonds payait l'établissement, oui, mais il payait aussi chaque année des frais administratifs à son trésorier, à Corbin. Mon frère ne protégeait pas seulement notre mère par amour, il s'était taillé un salaire trimestriel discret sur l'arrangement, des honoraires pour gérer la paperasse d'un homme effacé. Mon frère était payé pour garder Alden Hargrove disparu. Cela a fermé la boucle du chien de garde pour de bon, et en a ouvert une pire, jusqu'où un homme ira-t-il pour protéger un secret dont il tire un chèque de paie? Je l'ai découvert 3 jours plus tard dans un parking couvert, lors de la conversation la plus laide de ma vie. Corbin m'attendait à côté de ma voiture. Il avait réalisé que j'avais extrait les déclarations, parce que les copies certifiées laissent un nom de demandeur derrière elles et que mon frère lit les dossiers pour gagner sa vie lui aussi. Il n'a plus pris la peine de faire semblant. Il s'est tenu entre moi et la portière de ma voiture exactement de la même manière qu'il se tiendrait plus tard entre moi et le restaurant. Il a dit, quoi que tu penses avoir trouvé, remets-le dans la boîte. J'ai répondu, il est vivant, Corbin. Tu as signé le versement ce printemps. J'ai ta signature.
Et mon frère, le comptable, n'a pas nié un seul chiffre, parce que c'est la seule chose que les gens qui vivent dans les grands livres ne peuvent pas faire, on ne peut pas contester un total. Il n'a donc pas discuté les chiffres. Il s'est disputé avec moi. Il a dit je veux que vous entendiez cela mot pour mot, parce que cela a expliqué les 4 années précédentes de ma vie en un seul souffle, personne ne va te croire. Tu veux savoir pourquoi? Parce que pendant 4 ans, je me suis bien assuré que lorsque ton nom apparaît à cette table, tout le monde soit déjà fatigué. L'obsédée, celle qui est partie, celle qui se soucie plus des proches morts des inconnus que de sa propre mère. J'ai construit ça délibérément, brique par brique, dîner par dîner, pour que le jour où tu viendrais enfin vers nous en agitant un morceau de papier, cela ressemble à exactement ce que tout le monde attend déjà de Talia, la fille amère et solitaire qui essaie de faire exploser la famille. Et il s'est penché et a dit, tu n'as pas cessé de compter il y a des années. C'est moi qui ai arrêté de te compter à voix haute à chaque fête pendant 4 ans pour que cette journée précise se déroule comme j'en ai besoin. Et puis il a souri presque gentiment et a dit, alors fini le joli arbre, viens à la fête, souris, ou ne viens pas du tout. De toute façon, personne ne va brûler 40 ans sur ta seule parole. C'est là qu'une personne normale s'effondre. Et je serai honnête avec vous, parce que vous avez été honnête avec moi dans les commentaires tout au long du récit, j'ai failli le faire. Parce qu'il avait raison sur un point, sur ma seule parole, il ne me croirait pas. Il avait passé 4 ans à s'en assurer. C'est la fin de ce fil, et la boucle qu'il me laissait était la plus solitaire de toute l'histoire. À quoi sert la vérité si la personne qui la porte a déjà été rendue incroyable? Il y avait exactement une personne qui me restait dans ma famille en qui j'avais encore confiance, et je dois vous parler d'elle maintenant parce qu'elle compte à la fin, ma cousine, la fille de ma tante de quelques années plus jeune que moi. La seule qui m'avait envoyé des SMS dans les jours difficiles des 4 dernières années juste pour me dire qu'elle pensait à moi. Elle n'avait jamais cru à l'histoire qu'on racontait sur moi. Elle me l'a dit une fois parce qu'elle avait grandi en regardant Corbin réécrire les gens, et elle connaissait la différence entre une personne qui est partie et une personne qu'on a poussée vers la sortie. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais trouvé. Je ne mettrai ce poids sur personne avant que mon père ne le porte en premier. Mais je l'ai appelé la semaine avant le dîner et je lui ai demandé une chose, je lui ai demandé de s'asseoir près de mon père pendant la fête, de garder son téléphone à portée de main et de m'envoyer un SMS si quoi que ce soit se produisait. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste dit, quelque chose arrive, n'est-ce pas? J'ai répondu, assieds-toi juste près de papa. Et elle a dit, d'accord, Talia, je m'en occupe. C'était tout. Je ne lui ai pas tendu un seul document et je ne lui ai pas demandé de se battre contre qui que ce soit. La seule chose que ma cousine a jamais faite a été de s'asseoir là où je lui avais demandé de s'asseoir et de me dire la vérité sur ce qu'elle voyait. Mais parfois, c'est tout le travail, n'est-ce pas? Être le seul témoin honnête dans une pièce remplie de gens qui ont accepté de détourner le regard. J'ai beaucoup réfléchi depuis à la façon dont une famille décide réellement qui croire. Cela ne fonctionne pas sur des preuves, cela fonctionne sur l'habitude, sur qui a été gentil avec vous et qui vous a épuisé, sur l'histoire qu'il est le plus facile de continuer à raconter. Mon frère avait compris cela mieux que je ne l'avais jamais fait. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est qu'en dehors de la famille, dans les bureaux du comté et les salles d'archives, rien de tout cela ne compte. Là-bas, la seule chose qui parlait ce qui est écrit. Et j'avais passé toute ma vie à apprendre à faire parler les choses écrites. Mon frère n'a pas attendu la fête pour faire son geste suivant. Les hommes comme Corbin ne le font jamais. 2 choses se sont produites cette semaine-là qui m'ont dit qu'il avait peur. Et un comptable effrayé est une chose dangereuse, parce qu'il cesse d'être prudent et commence à être rapide. D'abord, il a essayé de me retirer la fête. Il a appelé le restaurant et a tenté de transférer la réservation et le paiement sur sa propre carte pour effacer mon nom du seul endroit où il était encore attaché à ma famille. Le restaurant m'a appelé parce que c'était ma réservation et ma carte pour me demander si j'autorisais le changement. J'ai dit non. J'ai dit de tout garder exactement comme c'était à mon nom et de ne discuter de ce compte avec personne d'autre qui appellerait. Mon frère, malgré toute sa planification, avait oublié la plus ancienne règle de son propre métier, celui qui détient le compte détient le contrôle. Ensuite, il m'a devancé auprès de la famille. Dans les jours précédant le dîner, il a appelé tout le monde, chaleureux et inquiet, et a dit à la famille que j'étais devenu obsédé, que je disais des choses perturbantes sur maman, qu'il devait être gentil avec moi, mais ne pas, vous savez, prendre tout ce que je disais trop au sérieux en ce moment. Il les vaccinait.
Il s'assurait que si j'ouvrais la bouche à cette table, toutes les oreilles de la pièce soient déjà fermées. Ma cousine m'a parlé de ses appels par la suite. Elle a dit qu'il était bon, qu'il semblait si triste et si aimant que même elle l'avait à moitié cru. Et c'est là que j'ai compris jusqu'au bout que je ne pourrais pas gagner cela en parlant. Si je disais un seul mot, j'étais la fille obsédée qu'il avait passé 4 ans et une semaine frénétique à construire. La seule chose au monde qu'il ne pouvait pas déformer était un document avec sa propre signature dessus, arrivant dans cette pièce sans que je sois nulle part à proximité pour qu'on puisse m'en blâmer. La période suivante a été mon moment le plus bas, et je ne vais pas l'embellir. Cette semaine-là, j'ai arrêté de dormir. Je suis restée assise avec l'arbre, le magnifique arbre net, à moitié construit de mon père, étalé sur la table de ma salle à manger. Et pour la première fois de ma carrière, j'ai compris, vraiment compris, les familles qui me supplient d'arrêter. Parce que ce n'était plus seulement le crime de ma mère, c'était devenu le mien d'une manière que je n'avais jamais vu venir. Je me suis levé au milieu d'une de ces nuits sans sommeil et j'ai trouvé mon propre acte de naissance dans mon classeur. Je me suis assise sur le sol et je l'ai lu comme s'il appartenait à un client. Parce que si ce premier mariage ne s'était jamais terminé, si le mariage d'il y a 40 ans était nul dès le premier jour, alors mes parents n'avaient jamais été légalement mariés. Et si mes parents n'avaient jamais été mariés, alors une planche discrète et enfantine sur laquelle je me tenais toute ma vie sans jamais penser à la tester venait simplement de bouger. Légalement, je sais que rien de tout cela ne change ce que je suis. Un enfant est un enfant. Un père est un père. La paternité ne se soucie pas d'un certificat de mariage. Mais c'était plus ancien que la loi. J'avais passé toute ma carrière à donner à des inconnus le sol solide de savoir exactement de qui ils venaient, et j'étais assise sur mon propre sol à 4 heures du matin en découvrant que ma famille avait été construite, très littéralement, sur un mariage non terminé. Un homme vivant caché et un silence payé chaque trimestre. Et pendant environ 3 jours, que Dieu me pardonne, j'ai failli faire ce que ma mère demandait, j'ai failli tout remettre dans la boîte. La nuit où je m'étais assise sur le sol avec mon propre acte de naissance, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, j'ai parcouru la boîte de photos de famille que je garde, les clichés d'anniversaire, 20, 30 photos, mes parents à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans. Coupant des gâteaux, levant leurs verres. Le visage de ma mère tourné vers celui de mon père sur chacune d'elles avec ce qui ressemblait sur chacune d'elles à de l'amour. Et je me suis forcé à regarder chacune d'elles en sachant ce que je savais désormais, que sur chacune de ces photographies, il y avait une troisième personne dans le cadre qu'aucun appareil n'avait jamais capté. Un homme dans un lit dans un autre état. Et ma mère avait levé son verre vers mon père à chacun de ses anniversaires de la même manière qu'elle s'apprêtait à le faire au 40e, en sachant. J'ai cherché la couture. J'ai cherché la photographie où son sourire craquait, où le savoir se voyait. Je ne l'ai jamais trouvé. C'était la pire partie. 40 ans de célébration et pas un seul centimètre d'honnêteté. Et j'ai pensé, elle va le refaire en juillet. Et chacune de ces mêmes personnes va lever son verre et mon père va se lever et porter un toast à 40 ans, et je suis la seule personne vivante à détenir le vrai chiffre. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, j'ai fait une chose pour moi-même, silencieusement, parce que j'avais besoin de comprendre exactement ce que je tenais entre les mains. J'ai pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, une inconnue, je l'ai payée pour 1 heure et je lui ai exposé les faits sous forme d'hypothèses sans aucun nom rattaché, un premier mariage jamais dissous, un second mariage posé par-dessus, 40 ans. Elle a écouté et m'a dit clairement ce que les dossiers avaient déjà laissé entendre, un mariage contracté alors qu'un mariage antérieur est toujours légalement en vigueur et nul. Pas annulable, nul dès le tout premier jour, comme s'il ne s'était jamais produit légalement. Elle m'a dit ce que cela pouvait signifier pour un conjoint agissant de bonne foi, pour une succession, pour 40 ans d'une vie partagée honnêtement par une personne et malhonnêtement par une autre. Je ne l'ai pas engagé pour combattre quoi que ce soit. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour gagner la bataille de mon père. Ce combat allait être le sien à mener ou à pardonner, selon son choix. J'avais besoin de savoir pour moi-même à quel point le sol s'était ouvert sous ses pieds, afin que lorsque je poserais les papiers devant mon père, je comprenne ce que je lui montrais. Elle était la seule personne extérieure que j'ai introduite dans tout cela avant la nuit elle-même. Et je l'ai introduite pour m'informer, pas pour me sauver. Personne n'allait sauver mon père à part la vérité. Et la vérité, je l'avais déjà, assise dans un dossier sur ma table de salle à manger, sous forme de copies certifiées que j'avais rassemblées moi-même, un tribunal et un bureau d'archives à la fois. Et puis j'ai décidé que je ne pouvais pas affronter le papier sans donner à la personne au centre de tout cela une dernière chance humaine.
J'ai donc fait quelque chose à quoi mon frère ne s'attendait pas, parce que ce n'était pas stratégique, c'était juste correct. Je suis allé voir ma mère directement, seule, non pas pour menacer, mais pour lui donner la chance d'être celle qui le dirait elle-même à mon père avec toute la dignité qu'elle pouvait encore choisir. Je suis allé à la maison un jour de semaine où je savais que papa avait son rendez-vous chez le médecin. Je m'assieds en face d'elle à la même table où la boîte à chaussures avait tout déclenché. J'ai dit doucement, « Maman, je sais qu'il est vivant. Je sais où il est. Je sais pour le fond. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là parce que papa m'a demandé la vérité, et je préférerais que ce soit toi qui la lui donne plutôt que moi. » Ma mère m'a regardé pendant un long moment, et je l'ai vu décider quelle arme attraper. Elle a choisi la plus ancienne qu'elle possédait, elle s'est mise à pleurer, a tendu les mains à travers la table pour prendre les miennes et a dit, « Tu ne comprends pas ce que c'était. Tu n'as jamais aimé personne au point de devoir survivre. J'étais une enfant, Talia. J'ai fait un choix à 24 ans d'avoir une vie plutôt qu'une tragédie. Et ton père m'a donné cette vie. Et c'était vrai. Tout était vrai. Chaque année était vraie. Et j'ai dit gentiment, parce que j'avais de la peine pour la jeune fille de 19 ans sur cette photo, alors dis-lui que c'était vrai. Laisse-le décider. Il mérite de décider avec la vérité, maman, tout comme tu l'as fait. » Et son visage a changé. Les larmes se sont arrêtées exactement comme un robinet. Elle s'est levée, est allée vers un tiroir et a sorti la photographie, celle du jeune homme appuyé contre la voiture au soleil. Des semaines plus tôt, elle était passée chez moi une seule fois pour voir comment l'arbre avançait. Et ce n'est que maintenant que je comprenais qu'elle avait retiré l'original de mes documents cet après-midi-là et l'avait emporté chez elle, parce que même alors, elle s'assurait que son visage n'atteigne jamais aucun schéma. Elle l'a tenu contre sa poitrine et a dit de cette voix plate, froide et fermée, « Il n'y a rien à décider. Il n'y a rien à dire. Et si tu dis un seul mot à ton père, je dirai à tout le monde que tu as enfin complètement perdu la tête, et ton frère me soutiendra. Et tu sais qu'il le fera. » Et elle avait raison. Je le savais. Remarquez qu'elle n'a pas nié qu'il était vivant. Ayant sa seule chance seule avec moi, ma mère n'a pas dit qu'il était mort, elle m'a menacé à la place. C'est une sorte d'aveu qui n'utilise jamais le mot. Et elle a repris la seule photo d'Alden Hargrove qui existait, parce que même alors, même coincé, son instinct était de l'effacer une fois de plus. C'est le moment où j'ai cessé d'avoir de la peine pour elle. Et je veux être honnête, j'avais eu de la peine pour elle jusqu'au moment où elle a tendu la main vers ce tiroir. Je suis parti de la maison en sachant exactement comment cela se passerait. Et une semaine plus tard, cela s'est produit. L'invitation au dîner du 40e anniversaire est partie dans la famille et mon nom n'y figurait pas. Pas de « on verra », pas de siège froid dans un coin. Ma mère a organisé le 40e anniversaire de mon père et a totalement exclu sa fille unique de la liste des invités, puis l'a dit aux proches. Ma cousine a rapporté plus tard qu'on racontait que je ne viendrais probablement pas de toute façon, vous savez comment elle est devenue. C'était le fond du trou. Ils allaient organiser une fête célébrant 40 ans de mensonges et effacer la seule personne qui savait, à la même table, le même soir, en appelant cela du chagrin, de la vie privée et de la famille. Mais voici ce qu'ils ont oublié, et c'est la chose qui me fait encore sourire, des mois plus tôt, avant tout cela, quand je croyais encore que je construisais un cadeau pour mon père, j'avais fait ce que n'importe quelle fille ferait. J'avais appelé discrètement le restaurant qu'il aimait, celui où il avait emmené ma mère pour leur tout premier vrai rendez-vous, j'avais réservé la salle privée pour le 40e, et je l'avais mise sur ma propre carte comme une surprise, comme mon cadeau pour lui. La fête même qu'ils utilisaient pour m'effacer était la fête que j'avais déjà payée. Ils pouvaient rayer mon nom de la liste des invités, ils ne pouvaient pas le rayer de la facture. J'ai donc fait mon plan, et je l'ai fait propre, parce que je ne suis pas mon frère. Je ne bouge pas dans le noir. J'ai fini l'arbre. Tout. Honnêtement, chaque branche que mon père avait demandé faite correctement, faite magnifiquement. Tout ce dont il avait rêvé. Et sur la ligne de ma mère, là où l'histoire familiale voulait, premier mari, décédé, je n'ai pas menti, je n'ai pas commenté, et je n'ai pas ajouté un seul mot d'accusation. J'ai mis la vérité que racontaient les registres, et seulement la vérité que racontaient les registres, Alden Hargrove, marié dans ce comté cette année-là. Aucune dissolution enregistrée. Aucun décès enregistré. Statut, vivant confirmé. Et à côté, parce qu'une généalogiste montre toujours ses sources, j'ai agrafé les pièces justificatives, le certificat de mariage certifié, valide.
Jamais terminé, l'attestation du greffier indiquant qu'aucun divorce n'a jamais été déposé, l'attestation de l'état civil indiquant qu'aucun décès n'a jamais été enregistré, et la déclaration publique d'association la plus récente signée par Corbin ce printemps-là, montrant le paiement de l'année en cours pour les soins continus d'un résident vivant. Je n'ai rien écrit. Je n'ai accusé personne. J'ai simplement fait mon travail jusqu'au bout, ce qui s'est avéré être la seule chose que ma famille ne pouvait pas me pardonner. Je veux être honnête sur la nuit où je l'ai terminé, parce que c'est la rédaction la plus difficile que j'ai jamais faite, et j'ai écrit beaucoup de choses difficiles sur des schémas. Je suis resté assise avec la ligne de ma mère pendant des heures. Il y a une vraie tentation, quand on aime quelqu'un, de s'adoucir, d'écrire premier mariage et de laisser le reste tranquille. J'aurais pu. Personne de vivant n'aurait jamais su que j'avais choisi le doux mensonge plutôt que la vérité difficile. Et j'ai pensé à la cliente dans mon bureau des mois auparavant disant qu'elle préférait se tenir sur un sol vrai et dur plutôt que sur un mensonge mou. Et j'ai pensé à mon père me faisant glisser la boîte et disant « fais correctement ». Et je me suis forcé à faire la seule chose sur laquelle toute ma profession est bâtie, qui est d'écrire ce que disent les registres, pas un mot de plus et pas un mot de moins. J'ai donc écrit son nom. J'ai écrit mariage valide, ce comptait, cette année-là. J'ai écrit aucun divorce enregistré. J'ai écrit aucun décès enregistré. J'ai écrit, parce que c'était confirmé et parce que c'était vrai, statut, vivant. Et puis j'ai fait la chose qui sépare une généalogiste d'une commère, je n'ai pas écrit une seule phrase de mon cru sur tout cela. Pas de bigamie, pas de trahison, pas d'accusation, pas d'adjectif, rien qu'une personne puisse pointer du doigt et appeler mon opinion. J'ai agrafé les sources derrière chaque ligne et j'ai laissé les sceaux certifiés de 4 bureaux publics différents dire la seule chose qui avait besoin d'être dite. J'ai rendu la vérité ennuyeuse à dessein, parce qu'une vérité ennuyeuse est la seule sorte qui survit à une pièce remplie de gens qui ne veulent pas l'entendre. J'ai tout mis dans une chemise en cuir, le genre dans lequel un restaurant vous apporte votre addition, à dessein, parce que mon père allait l'ouvrir dans une pièce remplie de monde, et je voulais que la vérité arrive en ayant l'air ordinaire, en ayant l'air d'une facture. Pour que personne ne puisse jamais dire que j'avais mis en scène une altercation. Je n'ai rien mis en scène. J'avais simplement refusé de tendre à mon père un beau mensonge. Le soir du dîner, je me suis habillé comme si j'allais à un mariage, parce que d'une certaine manière, j'allais à la fin d'un mariage. J'ai posé la chemise en cuir sur le siège passager et j'ai conduit jusqu'au restaurant que mon père aimait, celui où il avait emmené ma mère pour leur premier vrai rendez-vous. Celui que j'avais réservé et payé comme cadeau à l'époque où je croyais encore que cette famille était ce qu'elle disait être. Je suis arrivé tôt. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, je suis resté assise un moment et j'ai regardé la salle privée se remplir à travers les grandes fenêtres de la façade. Je pouvais voir la banderole, 40 ans, en or. Je pouvais voir les 2 bougies sur le gâteau. Je pouvais voir les proches arriver, s'embrasser, rire, ma tante de là dans une robe bleue, ma cousine, les oncles, toute la chaleureuse mécanique d'une famille qui se célèbre elle-même. Et je pouvais voir ma mère évoluer au milieu de tout cela comme une femme qui avait enfin gagné de manière permanente, touchant des bras, acceptant des baisers, rayonnante. Et je pouvais voir mon père en bout de table, tourné vers la porte, attendant, j'ai réalisé, après moi. Il ne quittait pas la porte des yeux. Il ne savait pas qu'on m'avait retiré de la liste, il pensait juste que j'étais en retard. Toutes les quelques minutes, ses yeux revenaient vers cette porte, et quelque chose dans ma poitrine se brisait un peu plus à chaque fois. C'est la chose qui m'a finalement fait sortir de la voiture, pas la colère. Mon père regardant une porte pour la fille que sa femme avait effacée le soir même où elle avait prévu de célébrer l'effacement d'un homme entier. J'ai traversé la rue. Je suis allé à la porte et vous savez déjà ce qui m'y attendait, mon frère avec sa main prête à se poser à plat contre ma poitrine. Ce qui nous ramène à la porte. Retour à la main de mon frère à plat contre ma poitrine, famille proche uniquement ce soir. Tu as cessé de compter il y a des années. Le petit signe de la main de ma mère congédiant le serveur qu'elle n'avait pas appelé, et moi faisant un pas en arrière parce que j'avais enfin compris que je n'entrerais jamais dans cette pièce et que j'avais enfin compris que je n'en avais pas besoin. J'ai trouvé la gérante près du porte-manteau. J'ai mis la chemise en cuir entre ses mains et voici la seule phrase que j'ai dite, celle que j'écrivais dans ma tête depuis 6 semaines, quand mon père se lèvera pour porter son toast, s'il vous plaît, apportez-lui ceci, le cadeau d'anniversaire qu'il m'a demandé pour ses 40 ans. Ensuite, je suis sorti rejoindre ma voiture dans le noir, je m'y suis assise et j'ai attendu. J'aimerais vous dire que je me suis sentie puissante, ce ne fut pas le cas.
Je me suis senti comme une personne qui vient de remettre en place un os brisé, ce qui est une bonté violente, et cela fait mal à tout le monde, y compris à la main qui le fait. Je suis donc resté assise dans ma voiture dans le noir et j'ai fait la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie professionnelle, c'est-à-dire rien du tout. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas envoyé de SMS d'avertissement ou d'explication à mon père. Tout ce que j'avais à dire était déjà dans cette pièce, dans une chemise en cuir, dans ses mains ou sur le point de l'être. Mon téléphone était posé face vers le haut sur mon genou, puis il s'est allumé, ma cousine depuis le dessous de sa serviette à table. Un mot, maintenant. Une pause qui a duré une éternité géologique. Puis, la gérante vient de lui tendre quelque chose. Puis, il sourit. C'est l'arbre. Il le montre à ta mère. J'ai fermé les yeux. Je pouvais le voir exactement. La joie de mon père. Le visage de ma mère commençant à peine à comprendre ce que cette joie allait devenir. J'ai agrippé le volant à deux mains et le SMS suivant n'est pas venu pendant 4 longues minutes. Et pendant ces 4 minutes, j'ai pris un coup de vieux d'1 an. Et quand il est enfin arrivé, il n'y avait que 3 mots, oh mon Dieu. Je sais la majeure partie de ce qui s'est passé ensuite parce que ma cousine était à l'intérieur, la seule personne à cette table qui avait toujours été correcte avec moi, et elle m'a tout envoyé en temps réel depuis le dessous de sa serviette, et parce qu'à la fin, mon père m'a raconté le reste lui-même. La gérante a attendu exactement comme je lui avais demandé, gentille et professionnelle, jusqu'à ce que mon père se lève. Il a tapé sur son verre avec une cuillère, et la pièce est devenue douce, chaleureuse et silencieuse. 40 ans. Il a remercié tout le monde d'être venu. Il a eu la voix un peu nouée comme cela lui arrive, et il a levé son verre vers ma mère. Et c'est à ce moment précis que la gérante s'est avancée à son coude et a dit les mots ordinaires qu'on lui avait donnés, un cadeau pour vous, monsieur, pour l'anniversaire, et a déposé la chemise en cuir entre ses mains. Mon père est un homme qui lit tout. Il l'a ouverte à table la même, parce qu'il supposait que cela venait du restaurant, une carte, un mot, une photo qu'ils avaient prise. Ma cousine a dit qu'il souriait encore en dépliant la première page. L'arbre. Son arbre. 40 ans fait correctement. Tout le monde, toute sa famille, exactement ce qu'il avait demandé ce dimanche de janvier. Ma cousine a dit qu'il a ri à voix haute, ravi, et l'a tourné pour que ma mère puisse le voir. Regarde, Rosalyn, elle l'a fini. Regarde ça. Et puis il a continué à lire, parce que c'est ce qu'est mon père, il lit tout jusqu'au bout. Et il a atteint la ligne de ma mère, et le sourire a quitté son visage. Ma cousine a dit que toute la table l'a senti une demi-seconde avant que quiconque ne comprenne, de la façon dont une pièce sent la température chuter avant que quiconque ne dise qu'il a froid. Il a lu le certificat de mariage. Il a lu le mot vivant. Il a lu l'attestation qu'aucun divorce n'avait jamais été déposé. Il a lu l'attestation qu'aucun décès n'avait jamais été enregistré. Et puis, parce que son propre fils l'avait signé de sa propre main, il a lu la déclaration de l'association, le versement de l'année en cours, les soins continus d'un résident dans un établissement pour la mémoire dans un autre état, signé par Corbin ce printemps-là. C'est ici qu'une histoire de moindre qualité ferait se lever ma mère d'un bond pour tout avouer, sanglotant toute l'histoire, s'expliquant. Ce n'est pas ce qui s'est passé, et ce n'est pas ainsi que ces choses s'effondrent en réalité. Personne n'a avoué. Le papier avait déjà tout dit et le papier ne sanglote pas. Ce qui s'est passé, c'est que mon père a posé la chemise très prudemment, de la manière dont il pose tout ce qu'il a peur de casser. Et il a regardé ma mère et, dans une pièce où 40 proches étaient devenus complètement et à bout de souffle silencieux, il lui a posé une question tranquille, est-il vivant? Et ma mère n'a pas dit non. C'est tout le mécanisme de la chose. Elle avait eu toute une vie pour préparer un déni et n'en avait jamais eu besoin parce que personne n'avait jamais mis le papier entre ses mains auparavant. Et maintenant, le papier était entre ses mains. Et si elle disait non, les registres certifiés posés juste devant lui faisaient d'elle une menteuse devant toute la famille. Et si elle disait oui, 40 ans se terminaient à cette table. Elle n'a donc rien dit. Elle a tendu la main vers son bras et a dit son nom, juste son nom. Et cette main tendue, ce silence là où le mot non aurait dû être, était la réponse. Et chaque personne à cette table l'a vu la donner. Les SMS de ma cousine avaient cessé d'arriver. Elle m'a dit plus tard qu'elle avait simplement oublié qu'elle tenait un téléphone. Elle a dit que le silence dans cette pièce était la chose la plus forte qu'elle ait jamais entendue. 40 personnes qui avaient passé toute la soirée à rire,
soudain apeurée de respirer. Elle a dit que ma tante de là avait mis sa main sur sa bouche et ne l'en avait plus retirée. Elle a dit qu'un oncle s'était levé à mi-chemin, ne sachant pas ce qu'il comptait faire, et s'était rassis. Elle a dit que la seule personne qui bougeait encore était ma mère, dont la main était sur la manche de mon père, et qui continuait à dire son nom, de plus en plus doucement, comme si le volume était le problème. Comme si le bon ton doux pouvait remonter 40 ans en arrière et recéler une porte qu'un document certifié venait de faire voler en éclats. Personne ne l'a aidé. C'est la partie sur laquelle ma cousine n'a cessé de revenir quand elle me l'a raconté. Pas une seule personne à cette table remplie de proches pour qui elle avait cuisiné, qu'elle avait reçu et régenté pendant 40 ans ne s'est levé pour prendre son parti. Ils avaient tous, en l'espace de 90 secondes, fait le même calcul que mon père et étaient arrivés au même chiffre, et le chiffre ne laissait pas de place pour la défendre. Puis mon père s'est tourné vers mon frère, et mon frère a essayé. Je lui accorde cela, il a essayé de jouer la carte qu'il avait passé 4 ans à construire. Il a dit, « Papa, allez. C'est Talia. Tu sais comment elle est. Elle est obsédée. Elle a tout déformé. Nous devrions en parler en privé. Pas ici. Pas comme ça. » Et il a tendu la main vers la chemise pour la lui retirer. Et mon père, qui n'avait pas élevé la voix une seule fois, a posé sa main à plat dessus, le tout même geste que Corbin avait utilisé sur ma poitrine à la porte du restaurant. Et il a dit, « C'est ta signature, Corbin. Est-ce que c'est ta signature ?» Et mon frère, le comptable, l'homme qui ne peut pas contester le total, a regardé son propre nom écrit de sa propre main minutieuse sur un document public devant 40 personnes. Et il n'a pas pu dire que ce n'était pas le sien. 4 ans d'histoire qu'il avait construite sur moi étaient encore gravés dans la mémoire de chaque proche, prête à servir. Et à cette seconde précise, elles se sont révélées ne rien valoir du tout. Parce qu'on ne peut pas rendre une fille incroyable quand la fille ne dit pas un mot et laisse simplement votre propre signature faire le compte. C'est là que mon père s'est levé complètement. Ma cousine a dit qu'il a regardé lentement autour de la table, la banderole, les 2 bougies dorées, le gâteau qui indiquait 40 ans. Et il a dit la chose que j'ai entendue ce soir-là par 3 personnes différentes, parce qu'elle est tombée sur chacune d'elles au même instant et qu'aucune d'elles ne l'a jamais oubliée. Il s'est tourné vers ma mère et a dit, 40 ans. Et tu m'as laissé porter un toast à 40 ans. Pas un cri, pas une insulte, juste l'arithmétique de la chose prononcée à voix haute par un homme à qui on venait enfin, à 70 ans, de tendre le vrai chiffre. Et puis il a ramassé son arbre, son vrai arbre, celui que sa fille avait fini exactement comme il le lui avait demandé. Et il est sorti de cette pièce, passant devant la banderole, devant le gâteau, devant son fils et sa femme, et a franchi la même porte dont j'avais été écarté. Il a traversé le parking sombre et a trouvé ma voiture. Il a ouvert la portière passager et est monté. Et pendant un long moment, il n'a rien dit du tout. Si vous êtes venu jusqu'ici avec moi, arrêtez-vous sur une chose avant que je ne vous raconte comment cela s'est terminé, les gens qui vous aiment ne sont pas toujours ceux qui ménagent vos sentiments. Parfois, la personne qui vous aime le plus est celle qui refuse de vous tendre un mensonge confortable, même lorsque la vérité lui coûte la famille entière. Si quelqu'un dans votre vie a déjà payé ce prix pour vous, mettez son nom dans les commentaires ce soir. Laissez-le être compté. C'est la seule raison pour laquelle je fais tout cela, personne ne devrait rester non compté. Mon père s'est assis dans ma voiture et a tenu cet arbre sur ses genoux à 2 mains, exactement de la même manière qu'il avait tenu le couvercle de la boîte à chaussures en janvier. Et finalement, il a dit, « Tu savais. » J'ai répondu, « Je l'ai découvert. » J'ai essayé de te le dire, à toi tout seul, c'était le but du déjeuner. Ils l'ont empêché. Il est resté silencieux un moment. Et puis il a dit, « Je sais qu'ils l'ont fait. » Et quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a appris qu'il avait déjà repassé les 6 derniers mois dans sa tête et vu chaque mur qu'ils avaient construit, chaque « il se repose », chaque « arrête de l'appeler pour ça ». Et compris d'un coup qu'il avait été géré dans sa propre maison par sa femme et son fils pendant très longtemps. Il n'a pas pleuré alors. Il a pleuré plus tard, seul, m'a-t-il dit, de la manière dont les hommes pudiques le font. Dans la voiture, il a juste tenu l'arbre et, après un long moment, il a dit, dans un autre état. J'ai dit oui. Il a dit, tout ce temps. J'ai dit, oui, papa. Et il a hoché la tête lentement, comme un homme qui confirme un total. Et puis il a dit la chose pour laquelle je l'aimerai jusqu'au jour où je serai moi-même un nom sur cet arbre. Il a dit, alors c'est là que je dois aller d'abord, avant les avocats, avant ta mère, avant tout ça.
Il y a un homme qui a été gardé dans une pièce quelque part pendant 40 ans pour que je sois à l'aise, et j'aimerais aller me tenir dans cette pièce avec lui. Tu veux bien me conduire? Tu es la seule à savoir où il est. Je ne l'ai pas conduit dans cet autre état cette nuit-là. Un homme de 70 ans ne fait pas 600 km le soir même où sa vie s'effondre. Je l'ai conduit dans un hôtel parce qu'il ne voulait pas rentrer chez lui, et je suis restée assise avec lui dans le hall pendant qu'il décidait de ce qu'un homme fait de la première nuit du reste de sa vie. Il n'a pas tempêté. Il n'a pas appelé ma mère. Il m'a demandé une fois, doucement, si je pensais que quoi que ce soit avait été vrai, durant ces 40 ans. Et je lui ai dit la vérité, qui est que je ne retrace pas les cœurs, seulement les registres, et que les registres ne pouvaient pas me dire ce qu'il avait ressenti de l'autre côté d'une table de petit déjeuner pendant 4 décennies, et personne d'autre que lui ne le pouvait. Il a réfléchi à cela pendant un long moment. Puis il a dit que les années avaient été vraies pour lui, et que peut-être cela devait suffire, qu'une chose pouvait être vraie pour vous et être un mensonge en même temps, et que c'était la partie contre laquelle personne ne vous met jamais en garde. Je lui ai pris une chambre. J'ai laissé mon numéro sur la table de chevet, même s'il l'avait déjà, de la façon dont on fait quand on ne trouve rien d'autre à donner à quelqu'un. Et je suis rentré chez moi en sachant que quoi qu'il arrive ensuite, mon père l'affronterait debout, parce qu'il avait déjà fait la chose la plus difficile, qui était de continuer à lire jusqu'au bas de la page. Et c'est la partie de cette histoire dont je suis la plus fière. Et cela n'a rien à voir avec la révélation à la table. Parce que le tout premier instinct de mon père en apprenant que toute sa vie avait été construite sur un homme effacé n'a pas été la vengeance, ni même son propre chagrin, ce fut d'aller voir cet homme, de lui restaurer, de la seule manière qui lui était encore accessible. La seule chose que ma famille avait passé 40 ans et un paiement trimestriel à essayer de nier, qu'Alden Hargrove était une personne vivante avec un nom, qui avait été réel tout ce temps. Je l'y ai conduit, pas le soir même, mais le mois même, avant même que la date d'anniversaire ne soit complètement passée sur le calendrier. Nous avons traversé 2 États et nous avons trouvé un vieil homme maigre dans une pièce lumineuse et propre, un homme qui ne connaissait aucun de nous deux et ne nous connaîtrait jamais. Qui nous a regardés avec la gentillesse amicale et sans attache de quelqu'un dont tous les hier se sont détachés. Et mon père s'est assis à côté de son lit et est resté pendant 2 heures. Il n'a rien exigé. Il n'a pas posé de questions auxquelles l'homme ne pourrait jamais répondre. Il s'est juste assis avec lui. Et à un moment donné, il a tenu la main du vieil homme et, vers la fin, très doucement, il a dit, « Je suis désolé qu'il m'ait fallu 40 ans pour savoir que tu étais là. » Et je me suis tenu sur le seuil de cette pièce lumineuse et j'ai enfin compris que j'avais eu tort, plutôt sur le parking, quand je pensais qu'il n'y avait que 2 routes. Il y en avait toujours eu une 3e. C'était la route que mon père a prise, non pas pour tout brûler, ni pour l'enterrer plus profondément, mais pour marcher vers la vérité et se tenir dans la pièce avec elle, aussi impardonnablement tard que ce soit. Je veux vous en dire un peu plus sur cette pièce lumineuse, parce que mon père me l'a demandé, pour que cela soit compté aussi. L'homme dans le lit avait toute la jeune vie de ma mère enfermée dans un crâne qui ne pouvait plus l'atteindre. Il avait quelques photographies posées sur le rebord de sa fenêtre, et je les ai regardées pendant que mon père était assis avec lui. L'une d'elles a arrêté mon cœur net, c'était la même photographie, le jeune homme appuyé contre la voiture au soleil, celle que ma mère avait retirée de mes documents, tenu contre sa poitrine et refusé de céder. Elle en avait gardé une copie, il avait l'autre. Pendant 40 ans, 2 personnes avaient gardé la toute même photo de la toute même après-midi, l'une d'elles pour se souvenir, l'autre pour l'enterrer. Une infirmière nous a dit avec précaution qu'il n'avait presque jamais de visite, mais que 4 fois par an, une dame venait s'asseoir avec lui pendant exactement 1 heure et ne laissait jamais de nom, seulement une enveloppe à la réception. Mon père a écouté cela, a hoché la tête lentement et a dit si doucement que j'ai failli ne pas l'entendre, au moins, elle est venue. Et j'ai compris que mon père, même alors, même debout au milieu des décombres, cherchait encore à trouver la seule chose vraie et tendre à l'intérieur de 40 ans de mensonges, parce que c'est le genre d'homme qu'il est. Et c'est exactement le genre d'homme dont ils avaient parié qu'il ne regarderait jamais trop près une facture. Voici où les choses en sont arrivées, parce que je sais que vous voulez savoir. Mon père n'est pas retourné à la maison cette première nuit, ni pendant de nombreuses nuits après. Il gère sa propre vie maintenant avec son propre avocat, en son temps. Et c'est à lui de gesticuler cela, pas à moi ni à cette vidéo. Je laisserai donc sa dignité exactement là où elle doit être, entre ses propres mains. Ma mère a dit beaucoup de choses aux proches sur le chagrin, la vie privée et la complexité de tout cela. Et peut-être que c'était vraiment compliqué. Je retrace ce que contiennent les registres, pas ce que le cœur intentionnait.
Et les registres contiennent un mari vivant et 40 ans de silence trimestriel. Mon frère n'est plus le trésorier de quoi que ce soit. Il s'avère que l'État a des avis très fermes sur les frais administratifs payés pour garder un homme effacé, et ces avis sont désormais aussi un registre public, le genre que n'importe quelle personne vivante peut consulter. Et ma tante de là, celle qui a laissé échapper l'information devant son deuxième verre de vin, m'appelle parfois maintenant juste pour parler, parce que je suis la seule dans la famille qui ne lui a jamais demandé de garder un secret. Mon père va le voir maintenant, pas 4 fois par an en secret avec une enveloppe laissée à un bureau, mais ouvertement, quand il le peut, une amitié étrange et douce entre un vieil homme qui ne peut pas se souvenir et un vieil homme qui ne peut pas oublier. Il dit que c'est la seule partie de tout cela qui a du sens pour lui, s'asseoir avec l'homme dans la vie duquel il avait sans le savoir vécu pendant 40 ans. Il lui apporte des choses. Il lui lit des histoires parfois. Il m'a dit une fois qu'il n'était pas en colère contre Alden, qu'il ne pourrait jamais être en colère contre Alden, parce qu'Alden est la seule personne dans toute cette histoire qui n'a jamais menti à personne, il a simplement été effacé. Mon père a dit qu'un homme qu'on efface et une fille qu'on écarte ont quelque chose en commun, et qu'il était désolé qu'il lui ait fallu 70 ans et une chemise en cuir pour le voir. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin d'être désolé. Je lui ai dit qu'être vu à la fin, c'est encore être vu. Il a continué à aller le voir de toute façon. C'est un homme bien meilleur que ceux que les gens qui ont passé 40 ans à le gérer ne lui ont jamais reconnu. Et le voir choisir la tendresse plutôt que la rage, encore et encore, est la chose la plus proche d'une fin heureuse que cette histoire possède. J'ai fait une dernière chose des mois plus tard, et je l'ai faite pour personne d'autre que moi-même, et peut-être pour ce jeune homme au soleil, j'ai fait restaurer la photo. Pas la copie de ma mère, celle qu'elle avait reprise, mais l'autre, celle du rebord de la fenêtre, que mon père avait demandé à l'établissement s'il pouvait l'emprunter, et qu'ils lui ont gentiment confié. Je l'ai faite scanner professionnellement, nettoyée et réimprimée, et je l'ai mise dans l'arbre généalogique sur la branche d'Alden Hargrove, là où sa place se trouve. Pendant 40 ans, ma famille avait travaillé pour s'assurer que cet homme n'ait pas de décès et pas d'acte de décès, pas d'enterrement et pas de tombe, pas de ligne dans un livre, pas de visage sur un mur. Il l'avait effacé si complètement que même vivant, il avait disparu. Et je l'ai remis. Un jeune homme plissant les yeux, riant à moitié, appuyé contre une voiture dans un été qui s'est terminé pour tout le monde sauf pour lui. Enfin inscrit, enfin compté à l'unique endroit où ma famille avait juré qu'il n'apparaîtrait jamais. C'est ce que je fais, en fin de compte, pas les schémas, pas les certificats. Je remets les gens que d'autres personnes ont passé leur vie entière à essayer d'effacer. Et je n'en ai jamais été désolé une seule fois, peu importe ce que cela a coûté, parce que l'alternative est une banderole qui indique 40 ans, au-dessus d'une table remplie de gens qui ont accepté de ne pas voir l'homme dans l'état voisin. Et je préfère être la fille froide, la distante, celle qu'on écarte à la porte, plutôt que de m'asseoir à cette table et d'appeler un mensonge une vie. Pendant 4 ans, j'ai été la fille froide, la distante, celle qui a cessé de compter. Je veux que vous remarquiez à quel point cela s'est terminé complètement le temps d'un seul toast. Non pas parce que je me suis enfin levé pour crier ma version des faits, mais parce que je n'ai jamais eu à le faire, j'ai juste fait le travail honnête jusqu'au bout et j'ai laissé le papier que mon propre frère avait signé faire le compte pour moi. La famille qui avait passé 4 ans à me rendre incroyable m'a tendu à la fin la seule chose qui me rendait impossible à douter, leur propre signature. Mon père a gardé l'arbre. Il l'a encadré maintenant. Tout l'arbre, chaque branche qu'il avait demandé, y compris la branche qu'il m'avait supplié d'enterrer. Il dit que c'est la chose la plus vraie qu'il possède. Et parfois, quand nous ne sommes que tous les deux, il le regarde, secoue la tête et laisse échapper un petit rire fatigué et émerveillé. Et il répète la phrase, plus amère maintenant, juste étonné, 40 ans. Et puis il me regarde, moi, la fille qui a été écartée à la porte, et il ajoute la partie qu'il ne dit que maintenant, la partie qu'il n'a jamais dite au cours de toutes les années précédentes. Je le compte chaque jour. Je l'ai toujours fait. C'est la chose que ma famille n'a jamais comprise chez moi, je n'ai jamais cessé de compter quiconque, vivant ou mort. C'est la raison entière pour laquelle je fais ce travail. Personne ne mérite d'être effacé de sa propre histoire familiale, ni mon père, à qui on a menti pendant 40 ans, ni moi, qu'on a rayé d'une liste d'invités, ni même le vieil homme maigre dans la pièce lumineuse, plissant les yeux par la fenêtre dans un autre état, qui a été réel tout ce temps. Et dont le nom est enfin inscrit là où il doit être.